we have the great honor to welcome Stéphane Le Foll. Thank you very much. Merci à tous. Je vais parler en français pour vous éviter mon Global English qui est, comme beaucoup de francophones, une spécialité et quelquefois pas toujours compris. Donc je vais le faire en français. Je ne sais pas s'il y a la traduction, mais elle sera faite après, c'est pas grave. Moi, je suis venu effectivement aujourd'hui à Montpellier, ce qui n'est pas toujours facile, puisque c'est un aller-retour que je vais faire entre Paris et Montpellier. D'abord parce que c'est ici à Montpellier qu'en février 2015, l'an dernier, j'avais proposé la mise en œuvre d'un projet qui s'appelle le 4 pour 1000 dans le cadre de la COP 21. Et que ce projet, depuis cette date, a beaucoup avancé, est intégré dans le programme de la COP 21 et donc dans la préparation de la COP 22 à Marrakech. Et que ce projet prend de plus en plus d'ampleur parce que je crois qu'au sein de la communauté scientifique, d'abord, il ouvre des perspectives nouvelles, et puis au sein de ce qu'on appelle les décideurs, quels qu'ils soient, politiques ou organisations non gouvernementales, tout le monde a bien conscience aujourd'hui que pour réussir l'objectif d'un accroissement des degrés en termes de réchauffement climatique à 1,5, ne serait-ce que pour ça, si on n'a pas la photosynthèse agricole et forestière comme atténuant les stocks de carbone actuels, on a peu de chances d'arriver au résultat. Et ça, c'est très clair. Le GIEC, aujourd'hui, commence à faire ses calculs et nous indique qu'il faudrait qu'avec notre 4 pour 1000, on stocke pendant 100 ans du carbone sans le relâcher pour avoir un objectif qui leur permettrait, à partir de là aussi, de justifier les perspectives, je l'ai dit, à 1,5 degré. Donc, agriculture, forêt, sol agricole, sol forestier, agroforesterie, puisque là on est à l'intersection des deux, sont des enjeux, bien sûr, agricoles, paysagers, structurants aussi d'un développement économique, environnemental et social, mais sont au cœur du défi de la lutte contre le réchauffement climatique. Et ça, il faut qu'on le répète. Et si je suis venu ici, c'est aussi pour le répéter. Il n'y aura pas de réussite de l'engagement sur la COP 21 si on n'a pas mis en place, avec les sols agricoles, avec la forêt et les sols forestiers, et avec l'agroforesterie, les méthodes, les principes qui permettront d'atténuer le réchauffement climatique actuel et de stocker une partie de ce qui est stocké aujourd'hui dans l'atmosphère dans cette photosynthèse très utile. Donc vous avez cette réunion aujourd'hui à l'échelle européenne, mais plus largement, je crois, puisque les professeurs qui viennent des États-Unis sont là, pour discuter de l'agroforesterie. La France, en novembre, a essayé de développer un plan pour l'agroforesterie. Il reste à parfaire les grands enjeux de ce plan. Mais on a posé sur la table les éléments qui nous permettent, dans le cadre plus large de l'agroécologie, d'avoir cette partie spécifique de l'agroforesterie comme partie intégrante du projet global de l'agroécologie. Toujours même principe, même enjeu, la photosynthèse, maximiser le potentiel du soleil et de l'énergie solaire en couvrant les sols, en faisant en sorte qu'on les couvre de manière horizontale et aussi, pourquoi pas, un peu plus verticale. Les paysages de bocage, qui étaient d'ailleurs en photo là, dans la présentation de la Commission européenne, étaient des systèmes agroforestiers qui avaient parfaitement intégré le rôle et la place des haies et des arbres, à la fois en termes de production de biomasse, et l'énergie bois à l'époque était essentielle, en termes de production fruitière, pour tout un tas de raisons, là aussi, et puis en termes aussi de gestion des sols, puisque on l'avait largement repéré, dans beaucoup d'endroits de France, les haies étaient souvent liées aux différentes lignes de pente et permettaient justement aussi de gérer les sols. Donc on est bien à un retour
avec bien sûr les éléments nouveaux que nous sommes capables de mettre sur la table, avec l'agroforesterie, à des systèmes qui ont déjà existé et qui ont prouvé leur efficacité en termes économiques et en termes agricoles et agronomiques. Donc il faut qu'on ait, là aujourd'hui, avec l'agroforesterie, et votre travail est très important, les mêmes objectifs. La combinaison des mêmes objectifs, c'est ce qui était dit, c'est pour ça que l'agroforesterie, comme l'agroécologie, c'est nécessairement aussi des changements d'approche au niveau scientifique. On est dans une gestion de la complexité, on est dans l'écosystémique, on n'est pas uniquement dans des recherches techniques par branche, par secteur, on est bien sur la création de dynamiques nouvelles, qu'elles soient sociales, qu'elles soient économiques, qu'elles soient agronomiques. La base de tout ça étant, je l'ai rappelé tout à l'heure, la photosynthèse. Donc dans le plan que nous avons mis en place, et je le dis ici à Montpellier, pour qu'on soit bien clair, il nous faut maintenant, au travers de ce que nous avons commencé à faire, à la fois sur l'aide sur le terrain, avec les agroforestiers qui sont, eux, chargés d'expérimenter aussi des choses nouvelles. Et je peux constater, avec les deux associations qui travaillent sur ce sujet, que les choses sont en train d'avancer. Et que ce que nous avons à faire pour convaincre, c'est à la fois de montrer les potentialités de l'agroforesterie, mais surtout, et ça avait été dit au colloque auquel j'avais participé aussi à l'agro à Paris, c'est quelle est la valeur économique supplémentaire qu'on peut en attendre. Et j'avais parfaitement retenu l'idée que c'est 1,5 hectare par rapport à 1 hectare, si on essaye de réfléchir à la production globale que l'on peut attendre d'1 hectare en agroforesterie, par rapport à 1 hectare qui serait 1 hectare simplement agricole. Donc il faut que sur le sujet économique, on ait un focus spécifique, un point de vigilance et d'investigation spécifique, car dans cette capacité qu'on a à convaincre les agriculteurs, la partie qui reste toujours la plus compliquée, mais pourtant la plus nécessaire, c'est qu'est-ce que l'agriculteur peut y trouver comme bénéfice. Il y a plein de bénéfices que nous souhaitons apporter à l'ensemble de la société, que ce soit en termes de biodiversité, on l'a vu, en termes de paysage, en termes d'atténuation du réchauffement climatique, en termes de capacité de pollinisation pour les pollinisateurs. Bien sûr, nous avons tous ces éléments. Mais pour l'agriculteur, quel bénéfice peut-il en tirer? À la fois en ayant là des systèmes avec la possibilité de développer des auxiliaires pour les cultures. On le sait, c'est un enjeu important, qui permettent normalement de réduire l'utilisation d'un certain nombre d'intrants qui sont achetés. Donc tout ce que l'agriculteur n'achète pas, c'est une économie de charge opérationnelle. Et ça, on doit en faire le calcul. On doit être capable de modéliser ces systèmes. Parce que c'est des éléments très importants dans la capacité qu'on a à développer ensuite nos modèles, ces modèles. Et ça, c'est un sujet sur lequel, sur le plan que nous avons présenté au mois de novembre, il faut à tout prix, et j'y veillerai après mon départ, on ait un point spécifique entre les techniciens de l'agroforesterie et de l'agronomie et les économistes de la partie économique de l'agroforesterie. C'est absolument nécessaire de préciser ce fameux facteur 1,5. Ça serait intéressant de l'avoir comme référence, si c'est possible, et c'est un élément, je le dis, qui va nous aider à diffuser ces pratiques. Il y a aussi, bien sûr, les engagements que vous avez à prendre sur la coopération à l'échelle internationale, européenne d'abord, c'est l'objet de ce colloque, mais je le dis vraiment parce que je suis à Montpellier, dans l'enjeu méditerranéen, dans l'enjeu de l'Afrique et du développement de l'agriculture, l'agroforesterie doit prendre une place là aussi prépondérante. Dans tout ce qui se passe dans l'agropastoralisme, je suis bien placé pour vous le dire, pour en avoir discuté avec beaucoup de décideurs, en particulier sur toute la zone subsaharienne, avec ce qui est fait avec le mur vert aujourd'hui, l'agroforesterie, cette combinaison entre l'arbre et en partie le pastoralisme, voire les cultures céréalières, c'est un enjeu de développement économique, agricole et social colossal. Et là, dans cette coopération, l'Europe, bien sûr, doit jouer son rôle, à la fois en termes de soutien
Et j'irai en Afrique de l'Ouest d'ici, je l'espère, l'été, pour porter le message sur l'agroécologie et avec dedans l'agroforesterie. Parce que je pense que cette combinaison forêt, arbres et agriculture et pastoralisme, c'est un enjeu colossal pour tous ces pays. Il faut savoir quand même que sur toute cette bande subsahélienne, c'est près de 100 millions de jeunes de moins de 20 ans qui vont arriver dans les 5 ans. 100 millions. Si on n'est pas capable de leur offrir un débouché, si on n'est pas capable de structurer aussi les grands enjeux agricoles et de développement, on voit les conséquences que cela peut avoir. Donc il faut, sur ces sujets, agroécologie, agroforesterie, apporter des réponses concrètes, travailler en termes scientifiques, faire en sorte qu'on soit capable de trouver les bonnes solutions qui permettent d'assurer la présence et le développement d'une activité agricole et pastorale qui est très importante, d'abord pour le maintien des sols, la qualité des sols, pour la lutte contre le réchauffement climatique, pour la fertilité des sols, et donc derrière, pour assurer un débouché économique et des emplois à toute cette population qui arrive aujourd'hui et qui a besoin d'avoir des perspectives pour l'avenir. Donc là aussi, et Montpellier, on est bien placé ici pour assurer au niveau du SIAM, au niveau aussi des diplômes qui seront donnés et au niveau de la recherche et de la coopération, un enjeu là aussi très important où il faudra qu'on mobilise l'Europe pour nous aider à financer tous les projets qui vont, et l'AFD aussi, tous les projets qui sont en cours de construction. Je terminerai sur le point de l'Europe. Je pense qu'il y a, au-delà de ce qui est fait aujourd'hui, des sujets qui vont être abordés la semaine prochaine, dans le cadre d'un débat informel sur la future PAC de 2020. La France, et donc je ferai à partir de là un certain nombre de propositions, et je ferai en sorte que ces propositions aient un axe stratégique très important. C'est que je pense, je l'ai dit tout à l'heure, que les sols agricoles et les sols forestiers vont être un enjeu spécifique de la réussite dans la lutte contre le réchauffement climatique. Que les engagements qui sont pris en termes de réduction d'émissions ne pourront être réussis à la hauteur que ce qui est souhaité à l'échelle européenne. Que si on est capable de combiner les objectifs d'atténuation avec les objectifs de diminution des émissions. Je m'explique assez clairement. Sur la couverture des sols, plus on va couvrir les sols, plus on va utiliser la photosynthèse, plus on va pouvoir capter du carbone, plus on pourra en laisser dans les sols, plus on participera à l'atténuation. Mais pour couvrir les sols, ça a été dit, on a besoin de rotation. Dans ces rotations, on peut y intégrer tout un tas de plantes sur lesquelles on a des travaux extrêmement explicites et depuis longtemps, je prends en particulier les légumineuses, pour faire en sorte qu'avec des légumineuses, on évite de produire de l'azote minéral. Et c'est quoi l'azote minéral si ce n'est du gaz naturel? Donc, si on veut baisser les émissions, moins consommer d'énergie fossile, le fait de développer des stratégies agroécologiques, agroforestières, c'est un lien entre l'atténuation par la captation du carbone et l'utilisation de la photosynthèse, et en même temps, la capacité qu'on a derrière à diminuer d'autant les utilisations qui sont souvent consommatrices, très importantes, consommatrices d'énergie fossile. Donc moi, l'axe de la prochaine politique agricole commune, au-delà de ce qui a été fait avec le greening, ça sera bien entendu la lutte contre le réchauffement climatique et donner toute sa place au sol agricole et au sol forestier, donner toute sa place à l'agriculture, à la couverture des sols et à l'agroforesterie. Parce qu'aujourd'hui, on en est au balbutiement. Mais si on veut réussir, je le dis, ne serait-ce que la baisse des émissions, il faut qu'on soit capable d'engager un processus sur l'atténuation. Il faut arrêter ce débat qui a été suffisamment mal posé pour l'agriculture au début de la COP 21 avec l'agriculture climato-intelligente. Ça va toujours faire rire parce que c'est vrai que climato-idiote, ça aurait été embêtant quand même pour aller vers la COP 21. Il vaut mieux être intelligent qu'idiot, c'est bien. Mais de dire il y a les baisses des émissions, et puis voilà, et puis on ne s'occupe pas de l'atténuation et de la capacité de stockage de carbone, c'était ridicule. Il faut qu'on en sorte de ce débat. Parce que si on veut obtenir des résultats en termes de baisse d'émissions, il faut qu'on soit capable de penser en même temps ce que peut nous apporter la lutte dans l'atténuation et dans le stockage de carbone. Donc les deux seront liés, ça fera l'objet de la proposition que je ferai lundi, et je vais regarder tout ça en rentrant, en étant très satisfait d'être passé salué
tous ceux qui travaillent pour l'agroforesterie à l'échelle européenne, à l'échelle mondiale, et vous passez qu'un seul message, continuez, on est là et on vous soutient. So we have some time, so if you want to raise some question, we are open to that. So you may be not prepared for that, but if you have a burning question, don't hesitate to do that. In the meantime, I'm calling for Mark Shepard to join the floor for the next talk. Any question about that? I must say, a lot of questions at the back. Is there a microphone somewhere? Or should I go there? Merci. Une question sur la réglementation. J'entends qu'aujourd'hui on est à 100 arbres par hectare. Monsieur Pétel parlait de 250. Ça me paraît encore peu. Voilà. Peu parce que de plus en plus d'agriculteurs ont envie de développer leurs vergers dans des conditions d'agroforesterie. Donc est-ce qu'il est envisagé d'aller au-delà de cette limite de 250 arbres hectares? Deuxième question également, c'est on observe que les cultures qui sont le mieux adaptées à l'agroforesterie, en grande culture, ce sont essentiellement des variétés population. Or, les variétés population sont aujourd'hui interdites en France. Voilà, il n'y a que les variétés en céréales, je parle des céréales, il n'y a que les variétés lignées pures qui peuvent être inscrites au catalogue. Donc là aussi, est-ce qu'il y a une réflexion, puisque la recherche avance et montre que les populations sont largement plus intéressantes que les lignées pures dans des conditions d'agroforesterie, est-ce que la réflexion avance pour permettre aux agriculteurs d'utiliser ces variétés population? Je vous remercie. Thank you. I will translate very shortly the question. The first one is about the threshold. At the moment, in the European documents, it's said that we can plant up to 250 trees per hectare. In fact, in the national regulation, it's less. So they were asking if we could have more, especially to have agroforestry system with fruit trees. And the second question was more technical. It's about the varieties of the crop varieties and the cereal varieties that we use. We usually lignée pure, how would you say? Pure lines, and it seems that populations that are not allowed in France and in Europe would be better in agroforestry. I don't think you have answers to that, but that's really the kind of things that we are working on. So the questions are very useful for moving us toward these kind of questions, and we will pass that to your services. C'est vrai que ce n'est pas une réponse immédiate sur deux questions techniques comme celle-là, mais c'est bien le sujet de se donner des moyens, de travailler sur l'amélioration des systèmes tels qu'ils sont aujourd'hui et tels qu'on souhaiterait qu'ils deviennent, avec les avancées de la recherche, pour faire en sorte qu'on soit, je l'ai dit, avec l'objectif économique derrière du bénéfice qu'on peut tirer de l'ensemble de ces processus, qu'on soit capable de donner les éléments qui ensuite, en termes réglementaires, s'adaptent parce qu'on a fait ces constats et au vu de l'expérience qu'on a, on peut améliorer le système aujourd'hui. Donc moi, je suis tout à fait ouvert et ça fait partie des sujets qu'on a ensemble pour faire en sorte que dans le plan qu'on va développer et surtout dans la préparation de la prochaine réforme de la politique agricole commune, on y intègre tous les éléments les plus récents et les plus mobilisateurs. Merci. Une autre question? J'en avais vu des mains ici, peut-être. Alors, où est le micro? Madame, là. Levez la main. Raise the hand. Bonjour, Monsieur le Ministre. Pourriez-vous nous dire pourquoi y a-t-il tant de différences dans la politique des régions? Par exemple, Midi-Pyrénées est tout à fait ouvert à des plans d'aide, et le Béarn, les Pyrénées-Atlantiques, l'Aquitaine, il n'y a rien qui marche. Bon, donc j'en ferai part à chacun des présidents et présidentes de ces régions. Pourquoi il y a des différences? Bon, d'abord, peut-être qu'historiquement, il y a eu aussi des
personnalités qui, je pense en particulier en Midi-Pyrénées, il y en a un qui est au premier rang, là, ici, Alain Canet, qui pourrait peut-être expliquer un certain nombre de choses. Pourquoi, dans certaines régions, il y a eu des anticipations? D'abord parce qu'il y a peut-être eu des difficultés spécifiques qui ont fait que certains ont cherché à trouver des solutions spécifiques. Et puis des personnalités qui ont porté ce projet et qui font qu'il a été lancé et il s'est développé plus dans certains endroits que dans d'autres. Puis deuxième point, bon voilà, c'est plus lié au cadre institutionnel, c'est que choix qui avait été fait pendant la campagne présidentielle de 2012, on avait choisi de décentraliser le deuxième pilier de la PAC vers les régions, c'est-à-dire de faire en sorte que les régions deviennent autorités de gestion du deuxième pilier. On a négocié donc des plans de développement ruraux et de deuxième pilier avec 22 régions à l'époque, au niveau européen. On a essayé de cadrer un certain nombre de grandes politiques nationales. Reste que, c'est vrai, on a une variété de dispositifs, de dispositions et de politiques à l'échelle régionale. C'était un peu, d'ailleurs, le choix qui avait été fait, c'était de considérer que les régions étaient peut-être mieux à même d'adapter à leur niveau les politiques de deuxième pilier plutôt que d'avoir uniquement des politiques nationales qui pouvaient être mal adaptées à des spécificités régionales. Mais ça a des conséquences plutôt négatives. C'est quand on est sur des systèmes expérimentaux, eh bien là, le temps qu'on ait l'ensemble des dispositions, qu'on ait été capable nous-mêmes, au niveau de nos services et dans les discussions avec les régions, de diffuser les objectifs, les critères, les modèles, eh bien, on a des retards ou on a des différences. Voilà pourquoi ça explique cette différence entre aujourd'hui, par exemple, Midi-Pyrénées, ancienne région, et l'Aquitaine. C'est parce que, un, historiquement, il y a des gens qui sont plus bougés. Deux, parce que ensuite, on a choisi de décentraliser le deuxième pilier. Quelle solution? Quelle solution? C'est ce que je disais. C'est voilà, comment on peut nationaliser, oui. Comment on peut harmoniser la politique à l'échelle nationale? Ça veut dire que d'abord, les expériences qui sont menées sont conclusives au sens où elles apportent des réponses claires aux objectifs qu'on se fixe. Lutte contre le réchauffement climatique, stockage de carbone, redressement de la qualité de la fertilité des sols, aide avec des auxiliaires aux cultures, et pas de concurrence, parce que c'est ce qui est souvent dit pour les cultures céréalières quand on est en agroforesterie. Tous ces éléments, c'est bien le projet qu'on a avec notre projet agroforesterie spécifique, c'est de montrer à tous que c'est bénéfique. Et c'est pour ça que je disais que sur la partie, le facteur 1,5, est-ce que sur 1 hectare agricole aujourd'hui, on peut imaginer 1,5 hectare en agroforesterie? Ce sont des indications très importantes qui permettent ensuite d'aller discuter avec les régions et qui permettent ensuite de mobiliser les fonds du deuxième pilier pour pouvoir harmoniser cette politique. C'est exactement ce qu'on est en train de faire. Et si je suis venu aujourd'hui sur l'agroforesterie, c'est pour y faire, alors pas ici, puisque on connaît ici, ça se développe en Midi-Pyrénées, mais c'est pour faire passer des messages là-dessus. C'est que ça existe et que ça va se développer. Et il faut que personne soit sur le retrait dans ce domaine, dans toutes les régions, parce que le vrai progrès qu'il y aurait à faire, c'est sûrement dans les grandes régions du sud-ouest sur le maïs, mais c'est aussi dans les grandes régions céréalières. C'est là que l'enjeu, et c'est là qu'il faut qu'on arrive à prouver que les expérimentations qu'on a conduites, les bénéfices qu'on va avoir, sont tout à fait duplicables dans ces grandes régions. Et aujourd'hui, c'est ça le sujet. Merci beaucoup. On va prendre encore une question là. Hi, I'm Jaap Mooiweer from the Netherlands. Fortunately, I cannot speak French, so I have to address my question in English. European Union promised us public money for public value, and 40% of our EU budget goes to farming, and 80% of this budget is going to 20% of our farms. And as greening totally failed, so 30% of the first pillar budget is not addressed to real greening issues. And today we see all these great examples of agroforestry who could be in place of these 13% immediately. What can you do as a French Minister of Agriculture to embrace and to encourage these type of farming and to give public money for public value? Je traduis ou non, c'est bon.
Il y a une partie au milieu qui était un peu rapide, là, avec les chiffres, mais à la fin, j'ai parfaitement compris le message. Qu'est-ce qu'on peut faire pour encourager ces nouvelles pratiques qui devraient financer des services, une valeur en termes de services pour la société? Sur cette question, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on expérimente ici en France. Ouais. Sur ce qu'on fait, nous, ici en France, on a mis en place un plan sur l'agroforesterie. On a aussi un projet plus global sur l'agroforesterie, sur l'agroécologie. Et ce qu'on va chercher à faire, c'est de mobiliser les moyens que nous avons et qui existent, ça a été dit, avec le greening, le verdissement à 30%, pour essayer d'en prendre une partie pour aider et soutenir ces nouveaux modèles. C'est ce qui a été dit d'ailleurs sur, en partie, les rotations qui sont importantes dans l'agroécologie, la couverture des sols. C'est ce qui a été dit aussi dans une partie des surfaces d'intérêt écologique. Mais pour moi, tout ça est insuffisant, parfaitement insuffisant. Pourquoi ? Parce que l'Europe, et c'est sûrement vrai dans d'autres pays aussi, raisonne par, comment dirais-je, par secteur, par directive. On a parlé de la directive nitrate. Pour gérer les nitrates et la pollution de l'eau, on a une directive nitrate, donc un cadre juridique pour les nitrates. Pour gérer les sols, on a failli avoir une directive pour les sols. Pour gérer les oiseaux, il y a une directive oiseaux. Pour gérer les phytosanitaires, il y a un objectif éco-phyto. Tout est séparé. Alors qu'il faut qu'on arrive aujourd'hui à créer des liens entre tous ces éléments. Parce que c'est entre tous ces éléments que les choses se tiennent. L'agroforesterie peut aider à lutter contre la pollution des eaux. Parfaitement. Faut-il qu'on soit capable de connecter les deux. La couverture des sols, ça aide, je l'ai dit tout à l'heure, à éviter là aussi d'avoir de l'azote minéral et d'utiliser beaucoup plus l'azote de l'air par les systèmes liés aux légumineuses. Bon, tout ça, c'est des éléments qui se travaillent et qui doivent être connectés. Mais au niveau français, je vais l'annoncer à Montpellier ici, on va aussi essayer de pousser sur des critères qui nous permettent d'aider à valoriser demain ces nouvelles pratiques. On est en train de travailler avec l'INRA et la DGPE sur 3-4 grands critères. Un critère sur la définition du taux de matière organique dans les sols. C'est très important d'être capable, alors qu'aujourd'hui ce n'est pas le cas. On n'a pas. Selon les situations pédoclimatiques, la moyenne et les conditions qui sont offertes dans chacune région, on n'a pas de capacité à définir un indicateur de matière organique. Et si demain, on veut aller vers le 4 pour 1000 et le stockage de carbone dans les sols, il faut qu'on ait un critère, qui puisse s'adapter, parce que les conditions pédoclimatiques de Montpellier et de l'Hérault ou du Languedoc-Roussillon ne sont pas les mêmes que celles que j'ai dans la Sarthe ou en Bretagne. Ce n'est pas du tout la même chose. Donc il faut qu'on ait un critère qui nous permette de mesurer l'évolution potentielle de la matière organique. Premier point. Un deuxième sur la biodiversité. Et ça, j'y tiens en particulier sur le rôle, la place. Prenons un exemple bien connu, des lombriciens, c'est-à-dire des vers de terre qui travaillent à la place des tracteurs. Ceux-là, il faut qu'on regarde et qu'on soit capable d'évaluer le nombre de vers de terre qu'il y a dans un sol. D'ailleurs, c'est souvent lié au taux de matière organique et ça a des conséquences en termes d'agroécologie qui sont intéressantes. Le troisième, ça sera la couverture des sols. Et là, on va essayer de faire en sorte que la couverture des sols soit reconnue pour nous permettre aussi de lever un certain nombre de normes qui existent, par exemple, dans la gestion de la directive nitrate. Les couvertures de sol l'hiver, on les oblige aujourd'hui. Si on est dans des systèmes à couverture de sol continue, alors on essaye de voir le pourcentage, on pourrait, nous, en France, sur les plans d'action nitrate, dire à partir de 80% en couverture de sol, en continu, plus agroforesterie, on peut considérer qu'à ce moment-là, on a un système qui est piégeux pour les nitrates et qui n'impose pas donc les mêmes règles que dans un système qui ne l'est pas. Et ça, c'est le processus qu'on va essayer de créer. Ça, c'est ce qu'on va faire, nous. C'est ce qu'on va mettre sur la table. Bon, tout ça, moi, je vais le porter aussi à l'échelle européenne. Et ça bougera aussi parce que ça bouge à l'échelle européenne. Mais en tout cas, pour ce qui est notre pays, c'est ce qu'on essaye de faire. Donc, on a 30% de verdissement aujourd'hui. C'était déjà une étape importante qui n'a pas été facile à négocier. Et s'il n'y avait pas eu la France à l'époque, c'est pas 30% qu'il y aurait eu, mais c'est bien moins.
Et maintenant, il faut qu'on soit capable d'organiser les choses de telle manière qu'on prenne les éléments en termes de système et qu'on fasse avancer ces systèmes pour aller vers le mieux en termes de biodiversité, en termes de limitation des phytosanitaires, en termes de moindre pollution dans les cours d'eau. Merci beaucoup pour toutes ces annonces. I assured all the English-speaking people that we will translate all what has been said during that session, and that will be available on the website of the conference. I apologize for those who could not follow in French. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre, pour ces interventions. It's time to move on to the next speaker, Mark Shepard, for the last talk of the morning about from permaculture to agroforestry. Mark, where are you? Where is he? Ah, okay. Welcome. I will put your... And now for something completely different.